Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Le chef de l'État a inauguré le parc technologique de Djibouti ce matin. Autre actualité nationale, le 8e forum d'idées s'est ouvert au Palais du Peuple. Aux nouvelles mondiales à présent, au Moyen-Orient, Israël tue 20 personnes dans le centre de Beyrouth, la capitale du Liban. Les détails dans ce journal de 22 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a inauguré ce matin le parc technologique de Djibouti, situé à Boulaouz. L'inauguration de cette nouvelle data center marque une étape cruciale dans la transformation numérique de notre pays. Cette infrastructure numérique flambant neuf est le fruit d'un partenariat réussi entre le centre de données Wingush Africa Group Limited et la première entreprise de télécommunications à Djibouti, la TO7 Network. Ce centre offre un accès à tous les principaux systèmes internationaux de fibre optique grâce à des installations sécurisées, contrôlées et gérées par des experts en serveur des réseaux. Ce parc technologique de Djibouti est composé principalement de 3 infrastructures équipées de matériel de pointe, notamment le data center Neutre Tier 3, qui est un centre de données qui offre une sécurité et une fiabilité optimale de 99,88, assurant la continuité des services pour les entreprises et les institutions gouvernementales qui dépendent des services numériques. Ce data center va permettre à Djibouti de conserver non seulement les données critiques pour le secteur public et privé, mais aussi renforcer la sécurité des données. Le câble Landing Station, un point d'atterrissage stratégique pour les câbles sous-marins facilitant des connexions Internet ultra rapides et stables avec le reste du monde pour assurer le transfert des données. Il est important de souligner que le parc technologique de Djibouti va accueillir le câble Blue Raman de Google qui relie l'Europe à l'Asie. Cette étape va considérablement renforcer la capacité de transfert de données avec des points de passage stratégiques que fera de Djibouti un point stratégique mondial en télécommunications. Et enfin, ce parc technologique abrite également le centre d'innovation qui est un espace dédié à la recherche et au développement technologique. Ce centre qui permettra aux startups et aux chercheurs de collaborer pour créer des solutions numériques et stimuler la créativité et l'innovation dans divers secteurs, notamment la santé, l'éducation, la finance. À son arrivée, le président de la République, son Excellence El-Hadj Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli par le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, la ministre de l'économie numérique et de l'innovation, ainsi que le PDG du groupe Wingo Africa et le directeur exécutif de la société. Le président de la République, son Excellence El-Hadj Ismaël Omar Guelleh, a fait un tour de visite des différentes structures et installations de pointe qui composent ce parc. Le parc technologique de Djibouti revêt une importance pour le pays, non seulement en raison de ses infrastructures de pointe, mais aussi pour l'ensemble des avantages économiques, technologiques et sociaux qu'il apporte. Grâce à ces infrastructures de pointe, le parc technologique de Djibouti va renforcer la position du pays en tant que hub technologique stratégique dans la région en attirant des entreprises et des talents de divers horizons. Djibouti se place au centre des échanges technologiques et numériques en Afrique de l'Est, ouvrant des nouvelles opportunités de coopération et de croissance. Le parc technologique de Djibouti est conçu pour devenir un moteur de croissance économique. Les infrastructures telles que le data center Neutre Tier 3 et la câble Landing Station attirent des entreprises technologiques de premier plan et des investisseurs étrangers, générant ainsi des emplois locaux et dynamisant notre économie en offrant un environnement stable et sécurisé pour les entreprises. Le parc encourage également les entrepreneurs locaux à lancer et à développer leurs start-up. Le centre d'innovation va jouer un rôle clé en favorisant la recherche et le développement dans divers secteurs technologiques, en fournissant des ressources et des espaces de collaboration pour les chercheurs, les innovateurs et les start-up. Ce parc encourage également l'émergence de nouvelles idées et de solutions innovantes, cela qui permet à Djibouti d'être un leader dans le secteur numérique mondial. Avec le data center Neutre Tier 3 et le câble Landing Station, ce parc technologique va améliorer
améliorer considérablement les infrastructures numériques de Djibouti. Ces installations garantissent des connexions Internet rapides et stables, essentielles pour le fonctionnement efficace des entreprises et des institutions. Elles renforcent ainsi la résilience et la sécurité des données, ce qui est crucial à l'ère numérique. سترى ورو مرة تابن كرو أنت كتلاب سنين تبا أحلى بيديو تسارة دنيا تهي واحد قلتك سترى ورو مرة تابن كرو أنت كتلاب سنين تبا أحلى بيديو تسارة دنيا تهي هذا هدف كاغيو تكاغا لغو دركو تقالي بعد مدن تاهي إسماعيل ثلاثة هاي هذا هدف كاغيو تكاغا لغو دركو كلمات مدنتاهي كلمات مدنتاهي إسماعيل Le fondateur de Wingo Africa a indiqué dans son discours, et je cite, « Je suis ici pour parler de l'importance de ce projet. C'est ce que ce centre de données représente réellement pour la République de Djibouti. Pour la République de Djibouti, nous avons lancé ici le Djibouti Data Center et c'est la grande évolution qui s'est produite après cette période initiale de 10 ans. Période initiale de 10 ans que cela n'a pu se faire qu'avec l'aide du gouvernement. Nous avons construit cette installation de niveau 3 qui correspond à la norme mondiale que l'on peut obtenir en termes de centre des données. Qu'est-ce que cela signifie réellement pour tout le monde? Tout d'abord, cela signifie que lorsque vous prenez votre téléphone et si vous voulez regarder YouTube, cela fonctionnera très vite. C'est la première chose. Grâce à sa position stratégique, la République de Djibouti est une véritable plaque numérique tournante. En construisant cette installation, nous avons eu l'occasion d'élargir la zone d'opération des câbles sous-marins pour faire de Djibouti une référence de connectivité et de développement dans cette région pour faire de Djibouti une véritable plaque tournante. Il y a quelques semaines à peine, nous avons annoncé le lancement du nouveau centre d'échange Internet DAM6 qui a remplacé l'Internet Exchange de Djibouti. Il s'agira de l'un des plus grands points d'échange Internet de tout le continent. L'évolution la plus importante est la station du câble. Cela signifie que la nouvelle génération de câbles. Fin de citation. Ensuite, le directeur exécutif de Wingo Africa a indiqué, et je cite dans ses propos, « Votre Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, à l'inauguration du parc technologique TO7 ici à Djibouti, aujourd'hui, il y a un peu moins de 3 ans, beaucoup d'entre vous présents dans l'assistance, nous avons dévoilé une vision pour l'ajout audacieux à l'infrastructure numérique de Djibouti. Aujourd'hui, c'est avec une grande fierté que nous célébrons l'inauguration. Le parc technologique contribuera à placer Djibouti au centre de la transformation numérique qui s'opère tant à Djibouti qu'à l'étranger. Il y a d'abord le centre des données TO3. Il s'agit d'une première pour Djibouti et d'une installation de pointe mondialement reconnue, garantissant une infrastructure numérique robuste, sécurisée et évolutive. En tant que centre des données, il garantit une disponibilité et une fiabilité de classe mondiale. En d'autres termes, il ne tombe jamais en panne et permet aux entreprises, au gouvernement et à d'autres organisations d'être plus autonomes et de disposer d'un outil qui leur permettra de construire de nombreux projets. L'outil sur lequel ils peuvent construire de nombreux aspects de leurs activités et même nous tous, en tant que citoyens, dans notre vie sociale et privée. Le deuxième élément est la station du câble neutre du porteur fourni par TO7 est stratégiquement située juste derrière l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est ce que le monde recherche aujourd'hui lorsque nous parlons des systèmes de câbles. Ils veulent qu'elles soient indépendantes. Fin de citation.
Et dans une réaction faite à la presse à l'issue de la cérémonie de l'inauguration de ce parc technologique, le président de la République, son Excellence El Hadji Soumaïla Marguelé, a souligné combien à travers ce projet, notre pays renforce l'œuvre de sa modernisation et de son ouverture sur le monde. Dans cette place qui était un abattoir, nous avons pu mesurer l'importance d'un projet international djiboutien qui ouvre la possibilité et une grande avenue pour l'ensemble de la nouvelle technologie, l'accès aux données internationales et qui permet aux investisseurs de croire en Djibouti. Nous allons écouter à présent la réaction du chef de projet de la société TO7 Network. Aujourd'hui, nous avons inauguré le parc technologique de TO7 Wingu à Djibouti. Ce parc technologique est une première parce qu'il regroupe plusieurs infrastructures stratégiques qui vont servir sur le long terme et sur le court terme pour le pays. Ces infrastructures sont d'une part le data center qui est de niveau 3, tier 3 comme on appelle, et qui répond à tous les standards internationaux. Et aujourd'hui qui va permettre d'élargir la connectivité de Djibouti avec tous les pays régionaux, mais en plus de cela dans l'international. Le deuxième point et le second infrastructure clé est le centre d'innovation, qui est un projet social et porté par le président de la République, qui consiste à mettre en place aujourd'hui un centre d'innovation qui va permettre d'élargir la connectivité d'une part, mais également qui va permettre d'encourager l'entrepreneuriat à Djibouti, le coworking, les espaces de travail collectifs, mais également d'offrir un centre aujourd'hui qui répond aux critères de connectivité Internet qui sont requis dans le monde international. Et enfin, le troisième point, c'est le Cable Landing Station, qui est le câble sous-marin, à la station de câble sous-marin, qui aujourd'hui va accueillir le plus grand câble sous-marin dans le monde, à savoir le câble de Google, qu'on nomme Blue Raman, qui va se connecter début janvier sur la station de TO7 et qui va permettre à partir de là de non seulement desservir Djibouti, mais également de desservir tous les pays régionaux, à savoir l'Éthiopie, à savoir le Kenya, qui sont déjà en attente et espèrent avoir cette connexion le plus tôt possible. Enfin, pour essayer de résumer l'intérêt de ce centre, de ce parc technologique, aujourd'hui, il va offrir à Djibouti une meilleure connectivité au niveau international et également une meilleure visibilité surtout qui va permettre aux autres pays de commencer à s'intéresser à Djibouti comme un hub international et surtout comme un carrefour de la Corne d'Afrique qui va être le centre des technologies, on l'espère, dans le long terme. Dans le journal de ce soir également, le président de la République, son Excellence, M. Soumaïla Marguelé, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Mohamed Ali Chakir, l'ancien directeur du protocole d'État djiboutien, décédé ce lundi. Feu Mohamed Ali Chakir aura indubitablement marqué de son empreinte l'histoire de notre administration publique, a déclaré le président Guélé. Il aura notamment servi avec dévouement et fidélité le premier président de notre pays et père de la nation djiboutienne, feu Hassan Gouled Abtidan, dont il a été sans discontinuité son directeur de protocole avant d'occuper les mêmes fonctions après mon élection à la magistrature suprême de notre pays, a rappelé le président Soumaïla Marguelé. Grand commis de l'État, il aura surtout donné le goût du travail bien fait à des générations entières dans notre pays, a-t-il indiqué dans le même élan, exigeant et rigoureux. Il était toutefois loin d'être sans cœur, a-t-il poursuivi, louant l'aptitude à l'amitié et à la loyauté du défunt ancien responsable public. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a imploré le président de la République, exprimant ses condoléances attristées à la famille et aux proches et amis du regretté. Patriarche à la tête d'une importante famille, feu Mohamed Ali Chakir était une personnalité connue et appréciée des Djiboutiens. Il a rendu aujourd'hui son dernier souffle alors qu'il était parti à la retraite depuis plusieurs années. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu M. Long Xingyang, président de la Fondation GX, accompagné de l'ambassadeur de Chine à Djibouti, en présence de ses principaux responsables du ministère de la Santé et des hôpitaux universitaires. Lors de cette rencontre, M. Long Xingyang a présenté les initiatives de la Fondation GX en matière de santé publique, notamment à des milliers de patients dans plusieurs pays en développement. Le Premier ministre a salué les efforts des programmes de traitement de la cataracte qui ont déjà bénéficié à 240 Djiboutiens. En outre, la Fondation prévoit de mener 3000 opérations à travers toutes les régions du pays. Une mission est d'ailleurs prévue demain à Tadjoura pour poursuivre ces interventions. En plus des opérations des cataractes, les équipes de la Fondation GX soignent d'autres maladies, témoignant de leur engagement global en faveur de la santé publique. Cette rencontre stratégique axée sur le renforcement de la coopération dans les domaines de la santé et du développement durable a permis d'élargir le partenariat. En effet, le président de la Fondation GX a partagé des retours d'expérience réussis dans des pays comme le Timor oriental et le Honduras et a proposé d'adopter ces méthodes efficaces à Djibouti. Ces méthodes proposées incluent l'utilisation des techniques innovantes telles que des papiers pièges collants pour éliminer les mouches et les moustiques vecteurs de ces maladies. Le Premier ministre et le président de la Fondation GX à Hong Kong, conformément à la précédente rencontre, il a également été question de la circulation des médicaments produits à Hong Kong, renforçant ainsi la collaboration bilatérale dans le secteur pharmaceutique. De plus, cette rencontre symbolise un soutien renforcé dans le domaine de la santé, au-delà de la coopération traditionnelle axée sur les opérations de cataracte. Le Premier ministre signera prochainement un protocole de partenariat réunissant la Fondation GX, le département de la santé et les hôpitaux universitaires afin de coordonner les efforts dans cette lutte essentielle. Enfin, le Premier ministre a salué les gestes d'amitié et les initiatives remarquables menées par la Fondation GX pour améliorer la santé publique dans le pays. A été également présent l'ambassadeur de Djibouti en Chine, son Excellence Abdallah Abdullahi, le chef du cabinet de la primature, M. Ali Silay, ainsi que le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed. Autre actualité de ce journal, Djibouti, carrefour des aspirations régionales, a accueilli ce matin l'édition 2024 du forum d'idées organisé par l'Institut Héritage. Le reportage avec Fardous. Le 8e forum d'idées s'est ouvert aujourd'hui au Palais du Peuple, organisé par l'Institut Héritage en partenariat avec l'Université de Djibouti et le CERD, placé sous le thème central de la prévention des conflits et de l'intégration régionale. Ce forum d'idées 2024 ne se contente pas de dresser des constats, il s'attache à mobiliser des ressources intellectuelles, politiques et culturelles pour façonner un avenir où la coopération prévaudra sur les antagonismes. Cette édition va mettre en lumière les thématiques d'une importance cruciale pour la région. L'un des sujets phares est la question des normes internationales entre pays côtiers et sans littoral suscite déjà une attention particulière. Les discussions s'appuieront sur des cadres juridiques solides tels que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, tout en explorant des solutions adaptées aux réalités locales. Il convient de rappeler que ce forum ne se limite pas aux arènes juridiques et économiques, convaincus que la culture est un vecteur essentiel de dialogue. Les organisateurs ont intégré au programme des performances artistiques reflétant la richesse et la diversité des traditions de la région. Ces moments d'expression culturelle transcendent les barrières linguistiques et idéologiques, rappelant que l'art peut être un puissant catalyseur de compréhension mutuelle. Cependant, le véritable impact de ce rendez-vous réside dans son rôle de catalyseur. En réunissant les esprits les plus brillants de la région et du monde entier, il s'affirme comme une force motrice pour la transformation de la Corne de l'Afrique, bien que les défis soient nombreux. Dans les jours à venir, Djibouti sera le théâtre de discussions riches, de collaborations inédites et de visions ambitieuses pour l'avenir.
Le président du broadcasting de l'Institut Héritage, M. Abdi, a livré un discours dans lequel il a décrit un monde traversant une période marquée par des guerres et des atrocités d'une ampleur inédite, appelant à une prise de conscience collective. Il a indiqué, je cite, « Nous assistons à une tragédie sans précédent. Pour nos frères et sœurs palestiniens, le peuple frère du Soudan endure une crise humanitaire d'une gravité alarmante. Et ailleurs, d'innombrables populations souffrent en silence », a-t-il affirmé, rappelant que ces drames dépassent les frontières et interpelle l'humanité entière. Face à ces défis, il a exhorté les participants à aller au-delà du cadre habituel de la recherche académique pour explorer des solutions concrètes et tangibles. Il a fait un appel fort et empreint d'humanisme qui inscrit ce forum dans une dynamique d'engagement pour un monde plus solidaire et résilient. Le directeur exécutif de l'Institut Héritage a pris la parole. Pour sa part, il a rendu un vibrant hommage à Djibouti et à son président, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh. Je me souviens encore du jour où nous avons sollicité son Excellence pour que Djibouti accueille ce rendez-vous crucial. L'idée était de permettre aux Somaliens et aux nations de la Corne d'échanger et de réfléchir aux défis majeurs de notre époque. Aujourd'hui, cette vision est devenue réalité et nous ne remercierons jamais assez le chef de l'État pour son soutien indéfectible. Il a également salué le travail acharné des membres de l'Institut Héritage, une reconnaissance appuyée qui souligne l'importance de ce forum pour renforcer les liens et faire progresser la coopération régionale. Le ministre des Affaires étrangères somalien a livré son discours également soulignant un monde de plus en plus interdépendant et en mutation rapide. Il a replacé les pays de la Corne de l'Afrique au cœur de ces dynamiques globales. Nos nations regorgent des ressources humaines et naturelles, mais leur véritable force réside dans leur résilience et leur capacité à collaborer, a-t-il affirmé. Plaidant pour une coopération fondée sur le respect des règles, le commerce et la paix, il a rappelé que les défis actuels pouvaient devenir des opportunités si les efforts collectifs étaient alignés. Appelant à transformer ce forum en tremplin pour la stabilité et la prospérité régionale, il a conclu « Ce que nous faisons aujourd'hui façonnera l'avenir. Ce que nous faisons aujourd'hui façonnera l'avenir. » Le ministre, ce qu'une façon va façonner l'avenir, a-t-il indiqué, un message clair, ambitieux pour tracer une nouvelle trajectoire dans cette région stratégique. Le ministre de Bien Warf, M. Moumin Hassan Barrea, au nom du président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a chaleureusement accueilli la délégation somalienne. Il y a plusieurs années, c'est ici à Arta que s'est tenue la conférence de paix pour la République de Djibouti, a-t-il indiqué. Cela témoigne notre engagement constant en faveur de la paix. Le ministre a ensuite évoqué les liens profonds qui unissent les peuples de la région. Il existe un lien indissociable entre l'homme, l'histoire et la géographie. Si nous prêtons attention, nous réaliserons que nous partageons tous des attaches familiales et culturelles. Djibouti est un carrefour de ce peuple, un lieu de rassemblement naturel, a-t-il affirmé. Insistant sur l'importance de renforcer ces liens, il a appelé à un engagement collectif pour promouvoir la paix et la prospérité, particulièrement en ces temps d'incertitude. Nous devons continuer à jouer notre rôle de médiateur et de bâtisseur de ponts pour un avenir où solidarité et stabilité seront les fondements de notre région, a conclu le ministre. Après les différentes allocutions, un panel de discussion hautement attendu a exploré le thème central de cette édition, maintien de la stabilité régionale, l'importance d'une coopération fondée sur le droit, le commerce et la paix pour la Corne de l'Afrique. Ce débat, animé par des figures éminentes du monde académique, politique et économique, s'est imposé comme un moment clé pour décrypter les défis actuels et définir les solutions pour une région à la fois fragile et pleine de potentiel.
Les intervenants ont mis en avant l'importance de construire une coopération régionale sur une base juridique solide dans une région marquée par des différends frontaliers et des tensions géopolitiques. Les lois internationales comme celles régissant les frontières terrestres et maritimes sont essentielles pour garantir une gestion pacifique des conflits. Le droit apparaît également comme un outil pour protéger les droits de populations affectées par les crises humanitaires qui touchent certaines zones. Autre actualité de ce soir, une conférence importante sur la question palestinienne et les évolutions de la situation au Moyen-Orient a eu lieu ce matin à l'Institut d'études diplomatiques de Djibouti. La conférence à laquelle ont assisté des responsables de haut rang du ministère des Affaires étrangères de Djibouti ainsi que des personnalités militaires et civiles s'est déroulée sous la présidence de M. Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti, mais aussi de M. Rouaid Adel Abou Amcha, ambassadeur de l'État de Palestine à Djibouti. La conférence est concentrée sur les développements en cours dans les territoires palestiniens, notamment à Gaza, qui souffrent des attaques israéliennes incessantes depuis octobre de l'année dernière. Dans ce contexte, les participants ont passé en revue l'ampleur des destructions causées par ces attaques dans la bande de Gaza, ayant entraîné des dizaines de milliers de morts et des blessés parmi les civils, ainsi que la destruction des infrastructures et des services essentiels à la vie politique des habitants de Gaza. Les participants ont insisté sur l'importance d'intensifier les efforts internationaux et arabes pour faire pression sur la communauté internationale afin de mettre fin à l'agression et d'obtenir justice pour le peuple palestinien. Lors de son allocution à la conférence, l'ambassadeur de Palestine à Djibouti a évoqué les souffrances du peuple palestinien en raison de l'agression continue pour soutenir la cause palestinienne, de multiplier les initiatives diplomatiques afin de protéger le peuple palestinien et de travailler à des solutions pacifiques garantissant les droits des Palestiniens dans un État indépendant dont la capitale sera Jérusalem-Est. L'ambassadeur de la Palestine à Djibouti, Dr Rouaid Adel Abou Amcha, a exprimé dans son discours la position ferme de Djibouti en soutien à la cause palestinienne. On écoute ses propos. L'ambassadeur de la Palestine à Djibouti, Dr Rouaid Adel, a exprimé dans son discours la position ferme de Djibouti au soutien à la cause palestinienne. Djibouti se tient aux côtés de la cause palestinienne, tant au niveau bilatéral que dans les instances régionales comme la Ligue arabe de l'Union africaine. Nous espérons que son Excellence le ministre, dans la prochaine période, pourrait être à la tête de l'Union africaine en tant que porte-parole fidèle de toutes nos préoccupations africaines et celles du monde libre, y compris la cause palestinienne, qui en ce temps est une question morale fondamentale. La cause palestinienne reste l'un des principes fondamentaux de l'Union africaine. Djibouti, comme vous le savez tous, apporte également son soutien constant au niveau international dans toutes les institutions mondiales. Après 415 jours de guerre d'extermination menée par l'occupation israélienne contre le peuple palestinien, en particulier dans la bande de Gaza, cette guerre dépasse toute imagination jusqu'à présent. Le nombre des martyrs palestiniens tombés à cause de cette guerre s'élève à environ 44 000. Parmi eux, 110% sont des enfants, des femmes et des personnes âgées. Nous comptons 17 000 enfants parmi ces martyrs ainsi que 12 000 femmes. En outre, on enregistre actuellement dans la bande de Gaza la présence de 30 000 nouveaux orphelins au cours de ces seuls derniers mois. De son côté, M. Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement de Djibouti, a fermement condamné dans son intervention lors de la conférence le meurtre systématique et les massacres barbares commis par les forces d'occupation israéliennes contre les civils innocents à Gaza. De son côté, M. Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement de Djibouti, a fermement condamné dans son intervention lors de la conférence le meurtre systématique et les massacres barbares commis par les forces d'occupation israéliennes contre les civils innocents à Gaza. Il a qualifié ces actes de crimes de guerre flagrants, contraires à toutes les conventions de droits humains et internationaux, et a tenu l'occupation israélienne pleinement responsable des crimes commis contre le peuple palestinien dans sa défense et sans défense. M. Mahmoud Ali Youssouf a réaffirmé la solidarité totale de Djibouti avec le peuple palestinien, insistant sur le soutien inébranlable et continu du gouvernement et du peuple djiboutien envers la Palestine en cas et en ce temps difficile. Il a exprimé la condamnation de Djibouti contre les pratiques et de l'occupation israélienne, soulignant que malgré toutes les difficultés et défis, le peuple palestinien restera résolu face à l'agression et que les droits palestiniens ne peuvent être effacés ni dissimulés.
Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a également réaffirmé la position ferme et constante de la République de Djibouti en faveur des droits légitimes du peuple palestinien, soulignant que cette position reste inchangée en toutes circonstances. Il a exprimé le soutien total de Djibouti aux droits du peuple palestinien, à l'autodétermination et à la création de son État indépendant, souverain, sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. En conclusion de son intervention, M. Mohamed Ali Youssouf a insisté sur la nécessité d'unir davantage la communauté internationale pour mettre fin au massacre à Gaza et prendre des mesures décisives pour garantir la protection internationale du peuple palestinien et de travailler sérieusement à la réalisation d'un paix juste et durable dans la région. Et donc, c'est dans le cadre de ces travaux législatifs que la Commission des finances de l'économie générale du plan de l'Assemblée nationale a poursuivi ce lundi 25 novembre 2024 l'examen du projet de loi de finances numéro 128 AN 24, 9e législature portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2023. Cette séance présidée par l'honorable Shamal Kamoussa Are, président de la Commission des finances, est tenue en présence du ministre du budget, M. Ousmane Ibrahim Roble, accompagné du secrétaire général et des directeurs du département ministériel. À l'issue des échanges fructueux avec les hauts cadres du ministère du Budget, la Commission des finances de l'économie générale du plan a programmé de poursuivre ses travaux dans les prochains jours afin d'examiner en détail la section relative aux dépenses du projet de loi subventionné. Deuxième volet de la réunion consacrée à l'examen du projet de loi numéro 126 sous la présidence de l'honorable Kamel Hamed de la Commission pour le développement social et la protection de l'environnement a procédé à l'examen du projet de loi numéro 126, année 2024, 9e législature, portant adoption de la politique nationale du genre en République de Djibouti. Cette réunion qui a réuni les membres parlementaires s'est tenue en présence de Mme Mona Ousmane Aden, ministre de la Femme et de la Famille, accompagnée de ses proches collaborateurs. Au terme des discussions, le projet de loi a reçu un avis favorable de la membre de la commission et il sera transmis pour examen et adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Ce lundi 25 novembre 2024, toujours, le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu dans son bureau à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma Hassan, le nouveau attaché de défense saoudien à Djibouti, le colonel Fahad bin Abdallah Al-Harbi. Cette rencontre a permis au colonel Fahad bin Abdallah de se présenter officiellement au Semga djiboutien. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim en a profité pour tracer les grandes lignes de la coopération militaire entre la République de Djibouti et le Royaume de l'Arabie Saoudite. Cette visite de courtoisie a été l'occasion pour les deux parties de passer en revue l'état de relations bilatérales entre les deux pays. Le colonel a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer davantage les relations militaires avec notre pays. Le Semga djiboutien a terminé la rencontre en souhaitant au colonel Fahad une bonne prise de fonction et en exprimant sa confiance dans la continuité d'une coopération fructueuse entre les forces armées djiboutiennes et les forces royales saoudiennes. La direction générale de douane et des droits indirects a organisé aujourd'hui à l'hôtel Sheraton un atelier stratégique dédié à la validation du système harmonisé en partenariat avec l'Union européenne et l'Organisation mondiale des douanes. Les détails avec May. La Direction générale de douane et de droits indirects a organisé aujourd'hui à l'hôtel Sheraton un atelier stratégique dédié à la validation du système harmonisé en partenariat avec l'Union européenne et l'Organisation mondiale de douane. Cet événement, fruit d'une collaboration avec les experts de l'Organisation mondiale de douane, marque une étape clé dans le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de douane nationale. Le système harmonisé est un outil international essentiel pour la classification des marchandises dans le commerce mondial. Son adoption et son optimisation visent à simplifier les échanges commerciaux, assurer une transparence dans les déclarations douanières. L'atelier qui a réuni le directeur général par intérim de la douane, Aboubakar Burhan Hamed, le secrétaire général du ministère du Budget, des cadres douaniers et des experts internationaux, s'est concentré sur l'évaluation et l'adaptation des normes locales au cadre international. Ici, donc, d'une mission technique. Et nous sommes donc deux experts de l'Organisation mondiale des douanes venus apporter un soutien technique
à la douane djiboutienne. De quoi s'agit-il ? Djibouti est membre de la Convention sur ce qu'on appelle le système harmonisé, qui est donc une nomenclature internationale. Et Djibouti est également membre donc de la ZLECAf, la zone de libre-échange en Afrique. Et il s'agit de mettre au point une nouvelle version donc, du tarif national djiboutien, de manière à ce qu'il rentre en cohérence avec les standards internationaux définis par l'Organisation mondiale des douanes. Donc nous avons procédé en plusieurs étapes. Nous avons défini avec nos amis djiboutiens une méthodologie pour pouvoir donc amender leur nomenclature. Et ici, nous sommes donc en quelque sorte dans une phase de contrôle qualité et de vérifier donc les travaux effectués et que la nouvelle version du tarif national djiboutien soit bien conforme à l'édition du système harmonisé dont la dernière version date de 2022. Le secrétaire général du ministère du Budget a souligné l'importance capitale de cet atelier. On écoute ses propos. C'est un plaisir et un honneur pour moi de me retrouver aujourd'hui parmi vous pour la deuxième fois dans le cadre du programme de transposition du système harmonisé de codification des marchandises de 2017 vers la version 2022. Le présent atelier concerne la validation de cette transposition. Le système harmonisé, plus communément appelé SH, est un outil indispensable qui permet la classification des produits échangés entre les pays, facilitant ainsi la gestion des importations et des exportations, tout en assurant un suivi des échanges internationaux. Ce système constitue la base de la nomenclature douanière et son évolution est cruciale pour maintenir sa pertinence face aux nouvelles réalités économiques, technologiques et environnementales. Le système harmonisé évoluant en réponse aux transformations du marché mondial, la révision de 2022 est un jalon majeur dans ce processus car elle reflète les évolutions des secteurs économiques mondiaux. Ces modifications concernent tant les secteurs traditionnels, agriculture, industrie manufacturière, que les secteurs nouveaux et émergents, technologies de l'information, produits écologiques. Le passage du SH 2017 au SH 2022 implique des ajustements dans plusieurs domaines clés. Tout d'abord, l'introduction de nouvelles catégories de produits. Certains produits comme les équipements liés à l'intelligence artificielle, les technologies de l'information et les batteries rechargeables nécessitent une clarification distincte afin de mieux encadrer leur commerce international. Dans la région à présent, c'est dans le cadre du consensus international de résolution de la crise soudanaise. La capitale administrative du pays a reçu 5 envoyés internationaux pour rencontrer les parties soudanaises afin de lancer le processus de paix et de réconciliation nationale. Les émissaires internationaux qui se sont rendus au Soudan sont l'envoyé américain Tom Perriot, l'allemand Eiko Nitschke, le norvégien Andrea Estesen, le suisse Sylvain Estier et le japonais Shimizu Shinsuke. Des consultations et des discussions avec le chef du Conseil de souveraineté Abdel Fattah al-Burhan et du haut responsable de l'État ont porté sur des questions liées aux conditions humanitaires, la facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire et les opportunités de parvenir à la paix et de mettre fin à la guerre et d'autres points cruciaux. L'envoyé britannique pour la Corne de l'Afrique et la mer Rouge Alison Blackburn a également visité samedi dernier la capitale éthiopienne Addis Abeba, tandis qu'une visite de l'envoyé de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique, l'ambassadrice Anita Weber, est prévue en début décembre prochain. D'autre part, l'Union africaine estime que le Soudan ne reviendra pas au sein de l'organisation tant que la transition n'est pas aboutie. Le commissaire de l'Union africaine, Adioé, a indiqué que l'Union africaine travaillait avec l'autorité intergouvernementale pour le développement et les Nations unies pour trouver une solution pratique à la crise en accordant la priorité à un cessez-le-feu et à l'accès humanitaire. Il a souligné que le déploiement d'une mission de l'Union africaine au Soudan dépendait d'un accord de cessez-le-feu durable. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, l'armée israélienne a lancé une attaque dans la nuit du samedi sur le centre de Beyrouth, tuant au moins 20 personnes. Le reportage avec Fardous.
L'armée israélienne a lancé une attaque dans la nuit de samedi sur le centre de Beyrouth, tuant au moins 20 personnes alors que les sauveteurs continuent de fouiller les décombres à la recherche de survivants. Au moins 8 personnes ont été tuées, dont 2 pêcheurs tués par un drone israélien. L'agence nationale de presse libanaise rapporte que les équipes de secours ont retiré des fragments de corps des décombres après l'attaque sur tir. L'Organisation mondiale de la santé affirme que les forces israéliennes ont tué 226 agents de santé en service et ont blessé 119 autres au Liban au cours de l'année écoulée. Le Hezbollah libanais annonce des tirs de missiles et de drones vers Tel Aviv et le sud d'Israël. Le reportage toujours avec Kofardous. Le Hezbollah libanais annonce des tirs de missiles et de drones vers Tel Aviv et le sud d'Israël. En Israël, l'armée a annoncé que les sirènes d'alerte avaient retenti durant la matinée dans plusieurs secteurs du centre et du nord d'Israël, notamment dans la grande banlieue de Tel Aviv. De son côté, l'armée libanaise a annoncé qu'un de ses soldats avait été tué et 18 autres blessés, dont certains grièvement, dans une attaque israélienne dans le sud du Liban. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.